Argentine, 2 morts et des dizaines de blessés à Buenos Aires dans la marche pour la démocratie, la plus importante manifestation jamais organisée contre le régime militaire. Pologne, Lech Walesa, libéré hier soir, tient une conférence de presse, accuse le régime de l'avoir enlevé et se propose d'agir désormais par des voies pacifiques. Le président algérien Chadli à Paris aujourd'hui, un net réchauffement des rapports franco-algériens. Le procès des geôliers du baron Empin, verdict sévère pour les 8 inculpés. En exclusivité pour Antenne 2, Édouard Jean Empin parle de lui. Madame, Monsieur, bonsoir. Quelle que soit la rigueur de l'état de siège en Pologne, quelle que soit l'ambiguïté des engagements du régime, la manière polonaise, décidément, ne laisse pas de surprendre. Ainsi, hier, pour l'empêcher de parler à Gdansk, lors des manifestations commémoratives des émeutes de 70, qui ont d'ailleurs été brutalement dispersées à coups de matraque hier soir, la milice promenait Lech Walesa de force pendant 9 heures dans une voiture qui faisait sans arrêt le tour de la ville. Et aujourd'hui, Walesa, qui malgré les efforts du régime n'est vraiment pas un citoyen comme les autres, Walesa tenait une conférence de presse à son domicile à Gdansk. La milice n'en a pas empêché l'accès à la centaine de journalistes étrangers qui s'y étaient rendus en groupe. Tout en accusant les autorités de l'avoir enlevé hier, Walesa a réaffirmé sa volonté de poursuivre son action à condition de trouver une méthode pacifique. Écoutons le président de l'ex-syndicat Solidarité raconter sa journée d'hier. Chyba z 10 razy przyjechałem o godzinie 19:30 pijany i skręcony w głowie miałem. Ale nie w mieście, to była obwodnica. A więc można to nazwać porwaniem, bo nie było mundurowych. Walesa a ajouté qu'il se sentait toujours lié par les engagements qu'il a contractés à l'égard des adhérents de Solidarité qu'il avait choisis pour président et qu'il continuerait son combat, je le cite, par des voies pacifiques. Le fait est sans précédent en Argentine depuis que les militaires y ont pris le pouvoir il y a 6 ans, à l'appel des principaux partis politiques, des syndicats, de l'extrême gauche et des organisations de défense des droits de l'homme. Plus de 100 000 personnes ont la nuit dernière manifesté pour la démocratie en plein centre de Buenos Aires. Les forces de l'ordre ont réagi avec brutalité, 2 manifestants sont morts, on compte des dizaines de blessés. La junte s'est réunie d'urgence cet après-midi pour trouver la réplique à un sursaut politique et populaire nourri par le désastre de la guerre des Malouines. Philippe Rochaud. Toutes les forces d'opposition, des péronistes aux démocrates chrétiens, s'étaient en effet mobilisées hier soir contre le régime militaire. Plus de 100 000 personnes ont manifesté face à la Maison Rose, le palais du gouvernement, sur le thème « La démocratie et la reconstruction nationale ». Mais cette marche populaire a rapidement dégénéré en combat de rue. Alors que des foyers d'incendie s'allumaient un peu partout, la police montée décidait de charger. On allait relever 2 morts et plusieurs dizaines de blessés. Le gouvernement accuse aujourd'hui ceux qu'il appelle des éléments infiltrés d'avoir déclenché la violence. C'était la manifestation la plus importante organisée en Argentine depuis la prise du pouvoir par les généraux, acculés aujourd'hui à une ouverture démocratique devenue irréversible. Et cette ouverture démocratique, elle a commencé bien contre le gré des militaires, quand le général Galtieri a lancé son pays dans la guerre des Malouines. C'était le 3 avril dernier, quelques jours après la grande manifestation où le peuple avait demandé du pain et du travail. En envoyant ses soldats au front, en mobilisant l'opinion sur cette guerre, les militaires au pouvoir espéraient faire oublier au pays le chômage et la crise économique, le problème des disparus et la répression politique. Mais au lieu de redorer le blason des généraux, cette guerre où l'armée argentine allait s'enliser devait au contraire provoquer le début de la chute des militaires, laisser éclater les différends entre les 3 armées et déclencher l'émeute dans les rues de Buenos Aires au lendemain de la chute de Port Stanley. Ces combats de rue entre l'opposition et les forces de l'ordre allaient provoquer la chute du général Galtieri et annoncer la capitulation de l'armée argentine dans la guerre des Malouines.
Après 3 mois de guerre, les soldats argentins rentraient chez eux. Sous la pression populaire, le régime militaire se voyait contraint d'accélérer le processus de démocratisation. En quelques mois, le général Bignone, nouveau chef de l'État, annonçait ainsi le prochain rétablissement du droit de grève, promettait un nouveau statut aux partis politiques, la tenue d'élections pour la fin de l'année prochaine et le retour à la vie constitutionnelle. 6 ans après le coup d'État militaire de 1976, l'Argentine revient ainsi à l'ouverture politique. Les partis manifestent, les syndicats déclenchent des grèves, le régime n'a guère qu'une issue, anticiper la date des élections afin de restaurer la vie constitutionnelle et rendre le pouvoir aux civils. Pour la première fois en 20 ans, l'hymne national algérien a retenti aujourd'hui à Paris à l'arrivée du président Chadli Benjedid de passage dans la capitale française pour une simple visite de travail. Une visite au cours de laquelle ces hôtes français ont montré, gestes et décisions à l'appui, tout le prix que Paris attache à un réchauffement des rapports franco-algériens, refroidis cet an dernier par les restrictions apportées à l'entrée des Algériens en France. Paul Naon. Le président algérien a particulièrement apprécié le geste de François Mitterrand, qui était venu le chercher ce matin à l'aéroport d'Orly. Geste tout à fait inhabituel, marque de considération pour une visite privée. C'était la 4e rencontre entre les deux chefs d'État. Et aujourd'hui, à Paris, l'Algérie et la France ont voulu réaffirmer leur volonté de préserver à tout prix les relations exemplaires instaurées entre les deux pays depuis l'arrivée des socialistes au pouvoir le 10 mai 1981. Cependant, les contentieux ne manquaient pas. Le plus lourd abordé à l'Élysée a été celui du refoulement des Algériens, avec une très nette volonté de part et d'autre d'aplanir les difficultés. Apparemment, les malentendus se sont dissipés, convergence de vues également sur les grands problèmes internationaux, Afrique, Moyen-Orient, comme l'a souligné le président de la République algérienne, M. Chadli Benjedid. Je peux dire aujourd'hui qu'en ce qui concerne les relations bilatérales, elles sont excellentes, elles sont aussi bonnes qu'on puisse le souhaiter. Nous avons également procédé à des échanges de vues sur différentes questions de politique internationale et je peux dire que dans ce domaine, bien que nous n'avons pas les mêmes positions sur tous les sujets, en tout cas nos positions sont convergentes sur un grand nombre de questions de politique internationale. Voilà, je vais vous dire au revoir, cher président. À bientôt. J'ai toujours fait sensible à chacun de vos gestes. Merci. Le plus important, le plus symbolique sans doute, c'est cette poignée de main entre le président Mitterrand et le président Chadli. Le gouvernement français, 20 ans après, vient donc de recevoir pratiquement en visite officielle un chef d'État algérien. Même s'ils sont toujours passionnels, les rapports franco-algériens viennent de se banaliser et le contentieux sur le refoulement des ressortissants algériens devrait trouver une solution rapide. Une mission française se rendra dans les tout prochains jours à Alger pour régler ce problème. Prochain rendez-vous, l'automne 1983. Cette fois, le président algérien sera reçu par la Grande Porte pour une visite d'État. Les suites de l'enquête sur l'attentat manqué contre le pape, Béchir Selenk, le trafiquant turc soupçonné d'être l'un des principaux maillons de la filière et qui est en principe sous le contrôle des autorités bulgares, Béchir Selenk a dans une conférence de presse aujourd'hui à Sofia nié tout lien avec l'attentat. Par ailleurs, les autorités bulgares ont invité le juge d'instruction italien qui conduit l'enquête à venir à Sofia pour établir l'innocence de la Bulgarie, c'est l'expression employée. De son côté, l'agence soviétique TASS proteste officiellement aujourd'hui, et c'est la première fois, contre, je cite, la campagne mensongère mettant en cause certains pays socialistes dans l'affaire de l'attentat du pape. Et puis, sensation à Moscou, Vitali Fedorchuk, le patron du KGB, a été libéré de ses fonctions et nommé à un poste en principe moins important, celui de ministre de l'Intérieur. Monsieur Fedorchuk, qui était à la tête du KGB depuis 6 mois seulement, passait pour un proche du nouveau numéro 1 soviétique, Monsieur Andropov. Il ne semble pas en être de même de son successeur, Monsieur Tchebrikov, qui a fait carrière sous l'égide de Leonid Brejnev.
En France, l'actualité ce soir, c'est d'abord l'épilogue judiciaire d'une sensationnelle affaire d'enlèvement et d'un procès qui, au fil de ces derniers jours, n'en a guère éclairé les véritables mobiles ni les commanditaires. Le procès des 2 femmes et des 6 hommes inculpés d'avoir séquestré pendant de longues semaines le baron Édouard Jean Empain vient de se terminer. Le verdict est tombé, il est sévère pour tous les inculpés. Paul Lefebvre. Verdict sévère, en effet, Christine, dans la mesure où les jurés ont suivi presque totalement les réquisitions de l'avocat général Jean-Louis Bouban. Pour les principaux accusés, Alain Caillol a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle, Bernard Guillon, 20 ans également, Georges Bertoncini, 15 ans, et François Caillol, 13 ans. Les condamnés n'ont rien dit, le baron Empain non plus. Dans sa vie, une page est tournée ce soir. Maintenant, chacun retourne de son côté. Ces hommes n'auraient jamais dû se rencontrer. Ceux qui ont voulu ce face-à-face ont perdu des années de liberté. Oui, et le baron Empain n'a pas voulu réagir publiquement au verdict en sortant du palais de justice. Pour cet homme de 45 ans, dont la vie jusque-là apparemment bénie des dieux a été bouleversée par une séquestration de 63 jours dans des conditions atroces, pour Édouard Jean Empain, donc, ce procès a été une nouvelle épreuve. 4 ans après les faits, il a à nouveau affronté le regard de ceux qui, ce soir, sont punis par la justice. En exclusivité pour Antenne 2, Édouard Jean Empain a accepté de parler à Paul Lefebvre de ce procès et aussi de la façon dont, depuis 4 ans, il s'efforce de vivre sans, dit-il, chercher vengeance. Écoutez cet homme, son témoignage est presque une profession de foi. Pas plus aujourd'hui qu'il y a 4 ans et demi quand j'ai été libéré, je n'ai aucune haine. Vous savez, quand on a subi une épreuve comme celle qui a été la mienne pendant 63 jours et qu'on a la chance de retrouver sa liberté, on pense plus à en jouir plutôt qu'à perdre son temps à vouloir appliquer ou faire appliquer la loi du talion. Je pense que vous m'avez entendu le 13 décembre quand j'ai fait ma déposition. Peut-être que cette déposition avait un côté un peu implacable et accablant. Pourquoi est-ce que j'ai fait ce genre de déposition? C'est parce que je me suis cru comme investi d'une mission. En effet, depuis presque 5 ans maintenant, je reçois des centaines de lettres de Français anonymes qui manifestent leur sympathie et qui manifestent aussi leur horreur devant les événements que j'ai supportés. Alors, si j'avais pas pris cette attitude, c'était un petit peu les trahir, car au fond, mon enlèvement, ça a été aussi un petit peu le leur. Et j'ai parlé en mon nom, bien sûr, mais un petit peu aussi dans leur nom propre. Vous-même, vous avez dit devant la cour d'assises qu'il y avait des complices qui étaient dehors. Ils ne se sont jamais manifestés ces derniers temps? Ils vous laissent tranquille? Non, je suis tranquille depuis à peu près 1 année maintenant. Les derniers coups de téléphone de menace remontent à peu près à l'année dernière. Combien de temps vous faudra-t-il, pensez-vous, pour oublier ce que vous avez vécu, ce que vous avez souffert? Ça a été un traumatisme tout de même. Oui. Oublier une chose comme ça, je ne crois pas que ce soit vraiment possible. D'ailleurs, si vous voulez, parce qu'il y a 4 ans et demi, quand j'ai été libéré, je savais qu'un jour je serais appelé à la barre d'une cour d'assises. Je ne me suis pas autorisé moi-même, si vous voulez, à oublier tous ces événements. Et maintenant, même le voudrais-je, je pense que je n'y arriverai pas. Donc, si vous voulez, tous ces événements, pour moi, ça restera évidemment un événement marquant dans ma vie, mais marquant comme peut l'être un événement d'enfance, un service militaire, un événement, un échec ou une réussite dans sa vie professionnelle. Ça sera simplement un événement malheureux, certes, mais seulement un événement. On a beaucoup dit, M. Baron, que ce rapt avait brisé votre vie. Il est vrai que lorsqu'on regarde les conséquences, elles ont été énormes pour vous. Est-ce que maintenant ce procès vous a libéré? Par exemple de votre peur dont vous parliez tout à l'heure.
Oui, je pense que, en tout cas, la peur, celle-là, je ne l'éprouverai plus. Vous dites que mon rapt a brisé ma vie. Je sais, c'est une question qu'on m'a quelquefois posée. Je vous mentirais si je ne vous disais qu'elle n'a pas eu de fâcheuses conséquences dans ma vie familiale, dans ma vie professionnelle, dans ma vie sociale. Bien entendu, les ragots, toutes les diverses hypothèses qui ont été émises à mon sujet m'ont fait beaucoup de tort. Mais vous savez, pour briser quelqu'un, la seule façon de le faire, c'est de le tuer. Alors vous voyez que, en tout cas, physiquement, vous pouvez témoigner que je me porte bien. D'un point de vue social, je sais qu'il y a pas mal de gens encore aujourd'hui qui pensent que je suis mort. Parmi ces gens qui pensent que je suis mort, il y en a qui le regrettent et puis il y en a qui sont contents. Alors à ceux qui regrettent que je suis peut-être mort, je peux dire un message qu'ils n'ont pas de soucis à se faire. Je vais très bien, que j'ai retrouvé enthousiasme, dynamisme, raison de vivre. Et à ceux qui se complaisent à l'idée de penser que je suis mort, je pourrais dire qu'ils se méfient. Et comme on sait que je suis joueur, je prendrai un argument de joueur, qu'ils ne parient pas trop cher sur ma mort. Le pardon existe-t-il? Oui, c'est une grande question et je pense que la réponse qu'on peut apporter à une question pareille est purement et strictement personnelle. J'ai été élevé dans la religion catholique et sans perdre la foi, disons que je l'avais un petit peu oublié jusqu'à ces événements d'il y a 5 ans. Et je dois dire que la foi m'a beaucoup aidé à résister pendant ces très longues heures de ma captivité. Alors, vous savez, quand vous posez une question à un catholique, si le pardon existe, la réponse va de soi. Bien sûr qu'il existe. Un témoignage exclusif donc recueilli par Paul Lefebvre. 61 propositions pour lutter contre la délinquance, tel est le fruit du rapport de la commission des maires sur la sécurité, mise en place il y a 7 mois par le Premier ministre. La commission Bonne Maison, du nom de son président, le député maire socialiste d'Épinay-sur-Seine, est composée de 36 maires de grandes villes appartenant aux 4 grandes familles politiques. La commission Bonne Maison donc a présenté son rapport aujourd'hui. Il préconise une collaboration plus étroite entre l'État et les collectivités locales, un pouvoir accru donné à celles-ci, notamment en matière d'environnement social et de cadre de vie. À Épinay-sur-Seine, certaines expériences dans ce sens sont déjà mises en pratique. Jean-Claude Darigo. On a peur de rentrer chez soi tard. Je rentre dès la nuit tombée, moi. Je préfère m'enfermer et me boucler à clé, hein, s'il vous plaît. Et j'ai été volée encore par-dessus le marché. Mais personnellement, vous n'avez jamais été agressé vous-même? Non, pas agressée. Mais vous savez, on se méfie, hein. Avec la meilleure volonté du monde, ils ne peuvent pas être partout. Et il y a tellement de voyous ici dans le quartier, je vais vous dire une chose, qu'il ne se passe pas un jour qu'il n'y ait quelque chose. Ces policiers sillonnent les centres les plus concernés par la délinquance. Ce sont les îlotiers. Ils sont affectés en permanence à certains quartiers. Le but de leur présence, la dissuasion. Nous sommes constamment cambriolés, les glaces brisées, pour vol constamment. Je pense que la présence des îlotiers la nuit serait nécessaire et des patrouilles fréquentes, disons. Dans la nuit, ici, il y a plusieurs magasins qui ont été volés. Hein. Ils ont ouvert les magasins. Je connais beaucoup de commerçants qui se plaignent qu'il y a des vandales dans Épinay. Les gens sont apparemment contents de notre présence. Ça les rassure sur la tranquillité. Quand ils sont au travail, ils se sentent plus en confiance. Ça évite certains cambrioleurs de nous voir dans la rue,
aller faire quelques effractions, quoi. Et vous, comme personne, vous appréciez ce travail-là? Moi, j'apprécie énormément. Au contraire, c'est tout à fait à part de du travail du service général, quoi. On est apprécié des gens, on voit au moins qu'on sert à quelque chose. Une partie importante du temps des services de police à Épinay comme ailleurs est occupée à rédiger des rapports, à classer des dossiers. Autant d'activités qui mobilisent un grand nombre d'agents qui seraient plus utiles sur la voie publique, au contact avec la population. D'où l'implantation progressive de moyens informatiques comme cet ordinateur. Actuellement, une étude est menée à ce sujet qui doit donc permettre d'étudier quelles sont les possibilités que ce type d'appareil peut offrir de façon à dégager un maximum de fonctionnaires des tâches dactylographiques. L'expérience est à son début. Nous sommes aidés pour cela sur le plan local par un commissaire stagiaire, également par des spécialistes du ministère de l'Intérieur. Mais bien que nous en soyons au début, si vous voulez, je pense que les débouchés que couvre cette expérimentation sont tout à fait prometteurs. Mais la prévention policière et éventuellement la répression ne règlent pas à elles seules les problèmes d'insécurité dans les villes. À la base de beaucoup d'incidents dans les cités, il y a notamment l'échec scolaire des jeunes les plus défavorisés et son corollaire, le chômage. J'ai moi-même organisé avec des travailleurs sociaux sur la commune ici un stage d'insertion sociale où le niveau d'entrée est pratiquement un alphabétisme, pas quasi total, mais déjà, disons, si vous voulez, vraiment enfoncé. Hein. Disons que les opérations à 2 chiffres, ils ne peuvent pas les faire. Hein, ils ne savent pas lire couramment. Et ça pour des jeunes qui ont 17 ans, hein, garçons ou filles. Et pas spécialement de milieux migrants. Les centres pour jeunes, les îlotiers, l'allègement des astreintes administratives de la police, l'informatisation, autant d'éléments qui ne peuvent qu'aider à remettre un peu plus de sécurité dans les villes. La clé de la solution, et sur ce plan le rapport Bonne Maison est formel, se trouve une nouvelle fois dans un mot, ou plutôt dans une attitude, la solidarité. Le maire de Paris, Jacques Chirac, a présenté aujourd'hui le budget de la capitale pour l'an prochain. Les impôts locaux augmenteront de 8%, une faible augmentation selon M. Chirac, qui a souligné la rigueur de son budget. Il s'est plaint du désengagement financier de l'État vis-à-vis de la capitale et il se propose à son tour de réduire la subvention de la ville à la préfecture de police. En revanche, M. Chirac veut doter les commissariats de voitures de transmission aux armes de la ville. Le secrétariat d'État à la sécurité publique s'étonne à son tour de cette générosité de M. Chirac. Un mot de politique proprement dite, avec la rencontre ce matin du groupe de travail commun PSPC sur les municipales. Un brouillon d'accord a été préparé qui sera précisé la semaine prochaine lors d'un sommet Jospin-Marchais. La préparation des municipales sera aussi évoquée demain lors de la réunion du comité central du RPR. Son secrétaire général Bernard Pons sera demain l'invité d'Antenne 2 Midi. Le chiffre du jour confirme la stabilisation du déficit du commerce extérieur qui reste, il est vrai, élevé, 6,9 milliards de francs en novembre contre 6,3 en octobre. Au total, près de 87 milliards de francs depuis le début de l'année. C'est l'hémorragie des devises que nous dépensons pour payer nos achats à l'étranger qui explique en partie la grande nervosité dont le franc a été victime toute cette semaine. Participant à Bruxelles au Conseil des ministres des Finances des 10 aujourd'hui, le ministre français Jacques Delors et son collègue allemand ont déclaré qu'il n'était pas question de réaménager les parités au sein du système monétaire européen. Le franc s'est aussitôt redressé aujourd'hui, cotant 6,82 francs contre 1 $. Les adversaires du gouvernement français qui rêvent d'arrêter sa politique en s'attaquant au franc perdent leur temps, a déclaré ce soir à Bruxelles Jacques Delors. Au même problème, les mêmes remèdes pour en revenir au commerce extérieur. Les Suédois, eux aussi, vont devoir payer une taxe sur les magnétoscopes, une taxe de 600 francs, un peu plus cher que nous. Les grands travaux de Paris, le président Mitterrand a visité cet après-midi au parc de la Villette quelques-uns des éléments d'exposition du futur musée national des sciences, techniques et industries. Le chef de l'État s'est intéressé à une série d'expérimentations dont un simulateur de séisme.
Par ailleurs, il a choisi le projet architectural qui va modifier le paysage de l'Est de Paris. Il s'agit du futur ministère des Finances qui sera édifié sur le site Gare de Lyon-Bercy. C'est le projet de l'équipe Huidobro qui a été retenu. Parlons sport maintenant et d'abord football avec la crise qui couve au Paris Saint-Germain. En effet, l'arrivée tant attendue du Yougoslave Sušić pose un gros problème aux dirigeants du club parisien qui dispose maintenant de 3 grandes vedettes étrangères alors que 2 seulement ont le droit de jouer en championnat de France. Roger Zabel. 3 étrangers dans un club de football, c'est trop, du moins lorsqu'ils s'appellent Ardiles, Kist et Sušić. Pourquoi? Tout simplement parce que 2 seulement peuvent figurer sur la feuille de match d'un championnat de France. Alors, les dirigeants parisiens connaissent actuellement le problème suivant. Ils souhaiteraient garder leurs 3 étrangers, car le règlement de la Coupe d'Europe, contrairement à celui du championnat de France, les autorise à les utiliser tous les 3. Seulement, la Coupe d'Europe, c'est au mois de mars. Et entre-temps, il y a le championnat de France, durant lequel l'un d'entre eux va devoir rester sur la touche. Hors de question, pour ce qui concerne Sušić, le Yougoslave, il vient d'arriver à Paris et ce n'est pas pour jouer les doublures. Pour ce qui est du Hollandais Kist, qui n'a apporté que des satisfactions depuis son arrivée, pas question non plus, du moins il s'y refuse catégoriquement. Reste Osvaldo Ardiles, l'Argentin, prêté pour une saison par le club de Tottenham aux Parisiens. Son comportement sur le terrain a quelque peu déçu depuis son arrivée dans la capitale et il semble bien que c'est lui qui fera les frais de l'opération, frais dans tous les sens du terme, car dans le même temps, on apprend hier que Diego Maradona souffre d'une hépatite virale. Il est indisponible pour 3 mois et son club, Barcelone, est entré en contact avec Ardiles pour remplacer sa vedette. Mais tout laisse à penser que finalement, Ardiles va retourner en Angleterre, à Tottenham, où on le réclame à corps et à cri, et ceci plutôt que prévu. Car on fait beaucoup trop de mystères aujourd'hui au siège de Paris Saint-Germain pour que ce bruit qui court soit totalement dénué de fondement. Ski, après la victoire de Caroline Attia mercredi dernier, nouvelle satisfaction pour le ski féminin français aujourd'hui, avec la 2e place de Perrine Pellen à Piancavallo dans le slalom, remporté cet après-midi par la Suissesse Erika Hess. Perrine Pellen avait réalisé le meilleur temps de la première manche, mais malgré une très belle course, elle n'a pu résister au brio de la détentrice de la Coupe du Monde. 53-48. Il y aura un tiercé demain à Vincennes. Les pronostics de Pierre Bresse, vous les voyez, le 4, le 17, le 19, le 6, le 18, le 20, le 14 et le 7. Une grande dame vient de s'éteindre à l'âge de 85 ans. Clara Malraux, la première femme d'André Malraux, écrivain elle-même, fut un témoin engagé et passionné de son temps. Être aimé sans séduire est un des beaux destins de l'homme, écrivait Malraux dans l'Espoir, se souvenant de Clara qui ne ménageait pas ses critiques à l'égard de l'effervescent écrivain. Si vous aimez Malraux, ne manquez pas le dernier numéro des Cahiers de Lerne qui rassemble des textes particulièrement hermétiques de l'écrivain. Alain Gillot-Pétré, lui, n'est jamais hermétique pour nous parler du temps. J'espère. Je serai bref en tout cas pour demain. Brrr. Regardez la photo satellite, je vais vous dire pourquoi. C'est très simple. Voici le mauvais temps d'aujourd'hui, vous l'avez tous vu, mais ici, une 2e ligne de nuages avec du vent qui tourne au nord, qui vient en ligne directe du pôle nord. Autrement dit, il va faire vraiment froid. Ce mauvais temps est passé sur la Grande-Bretagne dans l'après-midi. Il a beaucoup neigé sur la Grande-Bretagne. Donc, on peut s'attendre à ce que cette nuit, en glissant par le nord-ouest, il y ait des chutes de neige à très basse altitude. On ne la verra pas, cette neige. Regardez la carte, en revanche, on la verra sur les montagnes demain, car le plus gros du mauvais temps se situera demain en milieu de journée, de l'Aquitaine au Massif central et aux Alpes, avec des pluies ou des neiges très abondantes. Le Mistral et la Tramontane seront violents, ce qui dégagera l'atmosphère sur le golfe du Lion. Il y aura aussi de la pluie sur la Corse. Ensuite, donc, du nord-est au nord, au nord-ouest et au centre et à l'ouest, le ciel sera variable, à tendance éclaircie de passage nuageux, avec de la neige à très très basse altitude, peut-être même en plaine, peut-être même sur le bassin parisien. Donc, variable, ce qui ne va pas arranger les affaires des inondations. Inondations sur le sud-ouest, le centre et le nord-est, la Meurthe, la Moselle, la Charente, la Dordogne ont des débordements graves, la Creuse, la Seine, la Saône et le Rhin sont aussi en crue, mais un peu moins forts. En fin de journée, on verra arriver de nouveaux nuages par l'ouest. Ces nuages seront pour dimanche. Dimanche, sur l'est, encore
du temps froid, donc de la neige, puis la douceur arrivera par l'ouest, ce qui nous donne un très mauvais dimanche en perspective. Les températures sont donc en baisse pour demain, minimum 2 degrés à Grenoble et Mulhouse, maximum 14 degrés à Bastia, mais regardez, 7 degrés à Marseille, 7 degrés à Bordeaux. Pour qu'il fasse 7 degrés à Marseille et 7 degrés à Bordeaux, il ne faut pas qu'il fasse chaud ailleurs. Demain, samedi 18 décembre, 1 minute de soleil en moins, levé 8h41, couché 16h53, c'est la Saint-Gatien. Couvrez-vous bien, Christine, demain. Je n'y manquerai pas. Ne manquez pas non plus, tout de suite après ce journal, le premier épisode du très beau feuilleton de Maurice Friedland, l'épingle noire, qui va vous tenir en haleine dans les remous du cœur et de l'histoire jusqu'à la fin janvier. Voilà, à 22h50, Claude Sérillon vous présentera notre dernier journal. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h. Bonne soirée.